Cela aurait dû être un moment de joie, le mariage de mon frère Richard. Toute la famille était réunie à la Bastide de Roye, à Lyon, tous élégants, célébrant ce qui aurait dû être un moment d'union. Je suis arrivé discrètement, vêtu de mon uniforme militaire, un sourire modeste aux lèvres. Je n'attendais pas de compliments, mais je n'anticipais certainement pas ce qui allait suivre. La journée a commencé avec un ciel d'un bleu intense, typique d'un mois de mai dans le sud de la France. En conduisant ma Peugeot 208 grise sur l'avenue Jean Jaurès, je pensais à ce que ce serait de revoir toute la famille après presque 2 ans d'absence. Mon dernier contact avec eux avait eu lieu à l'anniversaire de ma mère Hélène, lorsque j'avais obtenu une permission de seulement 2 jours. Richard, mon frère aîné, était fiancé à Lucienne, fille d'un entrepreneur local, propriétaire, d'une chaîne de pharmacie. Un bon parti, comme disait mon père Joachim. En arrivant à la salle, j'ai été accueilli par des accolades rapides et des sourires polis. « Regardez qui voilà, le petit soldat !» a plaisanté l'oncle Robert, me tapotant le dos. J'ai souri, déjà habitué à ce genre de commentaires. Pour eux, j'étais juste le Benjamin qui avait choisi de jouer à la guerre, au lieu de suivre la voie entrepreneuriale de la famille. La cérémonie s'est déroulée comme prévu. Vœux émouvants, larmes de ma mère, la chanson « Je te promets » jouant pendant que Lucienne entrait dans sa robe blanche. Je me suis assis au 3e rang, observant tout avec un mélange de joie pour mon frère et un vide que je ne pouvais expliquer. C'était comme si j'assistais à la vie de ma famille de loin, en spectateur. C'est pendant la réception que c'est arrivé. Entre les coupes de créments et les canapés au saumon, mon beau-frère Paul, le frère de Lucienne, a fait un discours. Il a commencé par faire l'éloge de Richard, un entrepreneur à succès, à l'avenir brillant, puis en mentionnant la famille du marié, il m'a montré du doigt. Et là, il y a Adrien, l'insignifiant petit soldat de la famille Martin. Des rires ont éclaté dans la salle. Pendant que Richard bâtissait un empire, Adrien a décidé de marcher pour la patrie. Mais qui a besoin d'un général dans la famille quand on a un PDG, n'est-ce pas? Encore des rires. Mon frère, Richard, a levé son verre et a ri aussi, un peu gêné mais sans me défendre. J'ai forcé un sourire, ravalant l'amertume qui me montait à la gorge. Ce n'était pas la première fois que je me sentais comme un étranger dans ma propre famille. Mais ce moment a été particulièrement douloureux. J'ai essayé d'ignorer. J'ai continué à manger le filet mignon sauce au poivre qui était dans mon assiette, en essayant de paraître indifférent. J'ai salué quelques parents éloignés, des cousins que je reconnaissais à peine, des tantes qui me demandaient quand j'allais trouver un vrai travail. Je répondais poliment, sans entrer dans les détails de ma carrière militaire. L'orchestre a commencé à jouer l'hymne à l'amour, et les couples ont rempli la piste de danse. Je suis resté assis à observer. J'ai senti une main lourde sur mon épaule. C'était mon père, avec cette odeur caractéristique de lotion après rasage brut de Fabergé et de whisky. Alors, Adrien, quand est-ce qu'un soldat comme toi va organiser une fête pareille, hein? Il a ri en ajustant sa veste grise. Richard en est à son 3e appartement, et toi tu vis toujours en caserne. Jusqu'à quand vas-tu rester dans cette vie sans avenir? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé le verre d'eau dans ma main, pensant à tout ce que je pourrais dire, sur les missions que j'ai dirigées, sur les vies que j'ai sauvées, sur les décisions que j'ai prises sous le feu, sur le grade que j'ai atteint avant 40 ans, chose rare dans les forces armées françaises. Un jour tu comprendras, papa, fut tout ce que j'ai réussi à dire. Il a eu un rire bref, incrédule. Comprendre quoi? Que mon fils a gâché un avenir, prometteur pour jouer au petit soldat? Richard a raison, tu devrais reconsidérer tes choix. Et puis il s'est éloigné, rejoignant un groupe d'amis entrepreneurs qui discutaient du nouveau plan économique du gouvernement. Je suis resté là, seul, sentant une oppression dans ma poitrine. Non pas de la colère, mais une étrange tristesse que je ne pouvais expliquer. J'avais risqué ma vie pour mon pays, participé à des missions de paix de l'ONU, mené des opérations qui ont sauvé des centaines de civils. Mais ce soir-là, à leurs yeux, j'étais juste moins important, moins réussi, moins digne de respect. J'ai fini mon dîner en silence, observant la fête se dérouler autour de moi. Ma mère est passée près de moi, pressée de s'assurer que tout était parfait. Elle s'est arrêtée brièvement, a ajusté ma cravate et a murmuré « Essaie de comprendre ton père, mon fils. Il s'inquiète juste pour ton avenir. » J'ai hoché
La tête, sans force pour expliquer que mon avenir était en train de se construire, mais d'une manière qu'il ne pouvait, ou ne voulait, pas voir. À minuit, lorsque les mariés ont coupé la pièce montée à 5 étages, j'ai décidé qu'il était temps de partir. Je me suis éclipsé discrètement, embrassant mon frère et souhaitant du bonheur au nouveau couple. Richard m'a tapoté le dos et a dit « Merci d'être venu, le soldat. La prochaine fois, amène une copine, d'accord ?» Je suis sorti dans la nuit froide de Lyon, les lumières de la ville se reflétant sur l'asphalte mouillé par le crachin. Dans la voiture, j'ai enlevé ma cravate et j'ai respiré profondément. Demain serait un autre jour. Un jour où, peut-être, ils commenceraient à voir qui j'étais vraiment. Mais pour cela, il faudrait que je leur montre une réalité que j'avais jusqu'alors gardée cachée. Non par humilité, mais parce que je savais qu'ils s'en ficheraient. Pas avant de ne plus avoir le choix. Ils n'ont jamais compris ce qu'était ma vraie vie. Ils n'ont jamais su ce que signifiait se réveiller à 4h30 du matin, quand le ciel était encore sombre et que la rosée couvrait le terrain d'entraînement de Saint-Cyr. Ils n'ont jamais ressenti le poids de la responsabilité de commander des hommes et des femmes prêts à donner leur vie pour le pays. Ils n'ont jamais eu à prendre en quelques secondes des décisions qui les hantraient pendant des années. Après le mariage de Richard, j'ai passé la nuit dans mon ancienne chambre d'adolescent, chez mes parents. Les murs avaient encore les posters de Zinedine Zidane et de l'Olympique de Marseille que j'avais collés à 15 ans. Allongé sur le lit étroit, je regardais le plafond écaillé en pensant à la fête, aux rires à mes dépens, au regard déçu de mon père. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé les messages du commandant Cardozo. Nous avions une réunion importante à l'état-major à Paris dans 2 jours. Des questions de sécurité nationale que je ne pouvais partager même avec ma famille. J'ai fait défiler l'écran et j'ai trouvé des photos de la dernière mission en Guyane. Moi, à côté du lieutenant-colonel Ribeiro, coordonnant l'évacuation d'un village amérindien menacé par des orpailleurs clandestins. 23 vies sauvées. Aucune perte. Une opération qui a reçu les éloges directs du ministère des Armées. Mais rien de tout cela ne comptait pour eux. Pour ma famille, j'étais juste Adrien, le petit frère qui n'avait pas voulu suivre les traces de son père et de son frère dans les affaires familiales. Le garçon qui avait gâché son potentiel en s'engageant dans l'armée. Je me suis souvenu de ma remise de diplôme à Saint-Cyr, alors que mes camarades avaient des familles entières qui applaudissaient, prenant des photos pleines de fierté. Je n'avais que ma mère, assise timidement dans les gradins. Mon père et Richard étaient à Paris, pour conclure une affaire, trop importante pour être reportée. Quand j'ai reçu mon sabre d'officier des mains du commandant, j'ai cherché le visage d'Hélène dans la foule. Elle souriait, les yeux embués de larmes, mais seule. Je me suis levé du lit et j'ai ouvert ma valise. Au fond, sous les vêtements pliés avec une précision militaire, se trouvait une boîte en bois sombre. À l'intérieur, mes médailles. La croix de la valeur militaire avec palme, reçue après une opération de sauvetage en territoire hostile. La médaille d'outre-mer avec agrafe Liban, pour mon travail après une crise. La Légion d'honneur décernée par le président lui-même. Je ne les ai jamais montrées à la maison. Je n'ai jamais raconté les histoires derrière elles. À quoi bon? Au mieux, j'aurais reçu un c'est sympa poli et la conversation serait vite revenue aux acquisitions de l'entreprise de Richard ou aux nouveaux contacts d'affaires de mon père. Au Liban, lors d'une mission de maintien de la paix, j'ai commandé une unité qui a mis en place un hôpital de campagne près de Beyrouth. Nous avons travaillé 72 heures d'affilée, sans dormir, pour soigner des centaines de blessés. Quand j'ai enfin réussi à appeler à la maison, mon père a répondu par un « Je ne peux pas parler maintenant, nous sommes en réunion importante ». Lors de mon appel suivant, 3 semaines plus tard, il n'a rien demandé sur la mission. J'ai remis les médailles dans la boîte et les rangées dans la valise. Par la fenêtre de la chambre, je voyais le ciel commencer à s'éclaircir. Vendredi, 5h20 du matin. Dans la maison voisine, M. Mendes promenait déjà son teckel dans son jardin bien entretenu. Certaines choses ne changeaient jamais à Lyon. J'ai pris une douche rapide et j'ai enfilé mon treillis. J'aurais préféré porter l'uniforme de cérémonie pour impressionner, mais cela aurait éveillé les soupçons. Je voulais que la révélation soit naturelle, presque accidentelle. J'ai descendu les escaliers en essayant de ne pas faire de bruit, mais Hélène était déjà dans la cuisine,
préparant le café. « Mon fils, déjà debout? Je pensais que tu allais te reposer aujourd'hui. » Elle a souri en posant une tasse fumante devant moi. « J'ai des obligations, maman, des affaires de l'armée. » J'ai pris une gorgée de café fort, exactement comme je l'aimais. « Ton père a dit qu'il allait t'emmener visiter la nouvelle usine aujourd'hui. » Elle semblait inquiète, comme si elle anticipait un conflit. « Ce ne sera pas possible, malheureusement. J'ai une réunion à l'état-major à 10 heures. » J'ai pris un croissant dans le panier. En fait, j'allais inviter papa à m'accompagner. Ce serait peut-être bien pour lui de connaître un peu mon travail. Hélène a haussé les sourcils, surprise. « Tu crois qu'il voudra venir ?» J'ai haussé les épaules. « Ça ne coûte rien d'essayer. » Mon père est apparu dans la cuisine. Déjà vêtu de sa chemise bleue et de son pantalon de costume gris, l'uniforme non officiel de l'entrepreneur lyonnais. Il nous a salués d'un signe de tête et s'est assis en prenant le journal Le Monde. « Bonjour papa. » J'ai bu une autre gorgée de café. « J'ai une réunion à l'état-major aujourd'hui. Je pensais que tu voudrais peut-être m'accompagner, voir où je travaille. » Il a baissé le journal, me regardant avec curiosité. « À la caserne? Et qu'est-ce que j'irai faire là-bas? » « Juste visiter. Tu m'emmènes toujours voir tes usines et tes bureaux. J'ai pensé que tu serais peut-être intéressé de voir l'autre côté. » Il est resté silencieux quelques secondes, considérant la proposition. Finalement, il a plié le journal et a hoché la tête. « Pourquoi pas? Je crois qu'il est temps que je voie ce que tu fabriques dans cet endroit. » Le ton condescendant était là, comme toujours. Mais au moins, il avait accepté. C'était un début. Nous sommes partis à 8h30, dans ma voiture de fonction, une Peugeot 508 noire avec une plaque militaire. Mon père a haussé les sourcils en voyant le véhicule, mais n'a fait aucun commentaire. Pendant le trajet, il a essayé de parler d'affaires, de la façon dont Richard étendait l'entreprise au Benelux, de la façon dont je devrais reconsidérer mes options. « Tu sais qu'il y a toujours une place pour toi dans l'entreprise, mon fils. Tu n'as pas besoin de continuer cette carrière. » Il regardait par la fenêtre, évitant mon regard. « J'aime ce que je fais, papa. Je suis bon dans ce domaine. Marcher au pas et saluer? N'importe qui peut faire ça. » Il a ri sans humour. Je n'ai pas répondu. Il allait bientôt voir par lui-même. Le voyage en TGV jusqu'à Paris fut silencieux. Mon père commentait occasionnellement les clients qu'il rencontrait à la gare ou les affaires qu'il avait dans la capitale. Dans le train assis à côté de moi, il a finalement demandé « Et qu'est-ce que tu fais exactement dans l'armée? Tu n'en as jamais beaucoup parlé. » C'était vrai. Je n'en ai jamais parlé parce qu'on ne me l'a jamais demandé. Je commande des opérations spéciales, des missions sensibles, généralement. Ce fut toute la réponse que j'ai reçue avant qu'il n'ouvre le magazine de bord et ne commence à le feuilleter. À Paris, nous sommes allés directement à l'hôtel de Brienne, siège du ministère des Armées, un bâtiment imposant dans le 7e arrondissement. Je me suis garé à côté d'une Lamborghini Urus noir mat qui avait été livrée ce matin-là. Mon père a haussé les sourcils. « C'est à toi ?» demanda-t-il en riant, comme si l'idée était absurde. Je n'ai pas répondu. Il connaîtrait bientôt la vérité, et les mots seraient superflus. Nous sommes entrés dans le bâtiment, et c'est là que mon plan a commencé à se concrétiser. Il était temps de lui montrer une vie qu'il n'avait jamais vue ou valorisée. Le lendemain matin, le ciel de Paris était d'un bleu intense, sans nuages, le soleil déjà fort à 7 heures. Je me suis réveillé dans l'appartement de fonction que je gardais dans la capitale, un simple mais confortable 3 pièces près du Champ de Mars. Mon père avait passé la nuit dans la chambre d'amis, et d'après le silence qui venait du couloir, il dormait encore. Je me suis levé, j'ai fait mes 50 pompes matinales et j'ai pris une douche rapide. J'ai revêtu mon grand uniforme, avec tous les insignes et médailles. Aujourd'hui, pas de discrétion. Il était temps de montrer toute la vérité. Alors que je préparais un café fort dans la cuisine, j'ai entendu la porte de la chambre d'amis s'ouvrir. Mon père est apparu, les cheveux grisonnants en désordre, les yeux encore lourds de sommeil. Il portait le même costume que la veille, maintenant froissé. Il m'a regardé, a regardé mon grand uniforme et a froncé les sourcils. « C'est quoi ce déguisement ?» demanda-t-il en se servant un café.
Grand uniforme, papa. J'ai une réunion importante aujourd'hui. Il a grogné, en guise de réponse, et s'est assis à table. Il semblait mal à l'aise, comme s'il ne savait pas trop quoi faire là. Pour la première fois depuis longtemps, il était en territoire inconnu, sans son contrôle habituel. Hier, c'était intéressant, dit-il finalement, en évitant mon regard. Je ne m'attendais pas à tout ce formalisme à l'état-major. J'ai souri légèrement. La veille n'avait été qu'un apéritif. Il avait vu des officiers me saluer avec respect, mais ne comprenait pas encore entièrement ma position. Cela allait changer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera encore plus formel, ai-je répondu en consultant ma montre. Nous devons partir dans 20 minutes. Il a hoché la tête, finissant son café en silence. J'ai remarqué que ses yeux passaient sur les médailles sur ma poitrine, essayant de déchiffrer leur signification. Il n'a pas posé de questions à leur sujet, et je n'ai pas offert d'explications. Ce n'était pas encore le moment. Nous avons quitté l'appartement ponctuellement à 8h15. Le chauffeur nous attendait déjà avec le véhicule de fonction, une Audi A8 blindée, avec un petit drapeau français sur le capot. Le caporal Mendonça a ouvert la portière arrière et a salué. « Bonjour, mon général. » Mon père s'est arrêté un instant, regardant du caporal à moi, une expression confuse sur le visage. Il est monté dans la voiture sans rien dire, mais j'ai remarqué que sa posture avait changé. Il était plus raide, plus attentif. Pendant le trajet jusqu'à l'Élysée, il est resté silencieux, regardant par la fenêtre les Champs-Élysées, qui s'étendaient majestueusement sous le ciel bleu de Paris. Nous sommes entrés par le garage privé, où un autre militaire nous a accueillis avec un salut impeccable. « Général Martin, le ministre est déjà dans la salle de crise. Les autres commandants sont arrivés il y a 5 minutes. »« Merci, colonel. Voici mon père, Joachim Martin. Il m'accompagne aujourd'hui en tant qu'observateur civil. » Le colonel a hésité une seconde mais a hoché la tête. « Je vais faire préparer un badge, monsieur. » Pendant que nous attendions le badge, mon père a finalement parlé, la voix basse et hésitante. « Général, tu es un général ?» J'ai hoché la tête. « Général de brigade Adrien Martin, commandant des opérations spéciales de l'armée, de terre. » Il a cligné des yeux plusieurs fois comme s'il essayait de traiter l'information. « Mais tu n'as jamais rien dit. Pourquoi cacher ça ?»« Je ne l'ai pas caché, papa. Vous n'avez jamais demandé. » Un lourd silence s'est installé. Entre nous. Le colonel est revenu avec le badge et nous avons suivi les couloirs du palais. À chaque pas, d'autres militaires de haut rang nous saluaient avec déférence. Quelques civils, des conseillers du gouvernement, inclinaient respectueusement la tête à notre passage. Nous sommes arrivés à la salle de crise, une vaste pièce, avec une table ovale au centre, des écrans de projection sur les murs et les armoiries de la République en arrière-plan. 12 personnes étaient déjà assises, ministres, commandants militaires et conseillers à la sécurité nationale. Tous se sont levés lorsque nous sommes entrés. Général Martin, le ministre des Armées, est venu vers moi, me tendant la main. « Merci d'être venu si rapidement. La situation à la frontière exige votre expertise. »« Monsieur le ministre, » ai-je répondu en lui serrant la main. « Voici mon père, Joachim Martin. Il m'accompagne aujourd'hui en tant qu'observateur civil avec autorisation préalable. » Le ministre a souri poliment et a salué mon père, qui semblait en état de choc. Je lui ai indiqué une chaise dans un coin de la salle, tandis que je prenais ma place à table, entre le chef d'état-major de la marine et le directeur de la DGSE. La réunion a commencé par une présentation sur la tension croissante à la frontière orientale. Une crise diplomatique s'était envenimée, et des rumeurs de mouvements militaires de l'autre côté circulaient. La France devait se positionner, et mes forces spéciales seraient cruciales pour toute opération de confinement ou de renseignement. Pendant 2 heures, nous avons discuté de stratégie, analysé des rapports de renseignement et débattu des options diplomatiques et militaires. À plusieurs reprises, mon opinion a été sollicitée directement par le ministre. J'ai présenté un plan d'urgence que j'avais élaboré des semaines auparavant, prévoyant la détérioration de la situation. « Impressionnant comme toujours, Général Martin », a commenté le chef d'état-major des armées. « Votre prévision était parfaite. Si nous avions mis en œuvre votre plan plus tôt, nous serions en meilleure position maintenant. » De temps en temps, je regardais mon père dans le coin de la pièce.
Son visage avait perdu cette expression de supériorité condescendante. Maintenant, il observait tout avec un mélange de confusion et peut-être un début de fierté. À la fin de la réunion, le ministre m'a demandé de rester quelques minutes de plus. Général, nous avons besoin de vous en Guyane demain. Un avion de l'armée de l'air sera prêt à 5 heures. J'y serai, monsieur le ministre. Quand tout le monde est parti, je me suis approché de mon père, qui était toujours assis, semblant plus petit d'une certaine manière, comme si le poids de la prise de conscience l'avait fait rétrécir. Nous devons y aller, ai-je dit simplement. J'ai d'autres réunions. Il se leva, lentement, traitant encore ce dont il avait été témoin. Nous sommes sortis en silence, parcourant les couloirs du pouvoir à Paris. À chaque salut que je recevais, je sentais le regard de mon père sur moi, réévaluant tout ce qu'il pensait, savoir sur son fils cadet. De retour dans la voiture, il a finalement parlé. « Pourquoi tu ne nous as jamais raconté? Toutes ces années, nous pensions que tu n'étais qu'un petit soldat insignifiant, ai-je complété me souvenant des mots du mariage. Il a eu la décence de paraître embarrassé. Je ne comprends pas. Pourquoi cacher quelque chose comme ça? J'ai regardé, par la fenêtre, les bâtiments parisiens qui défilaient. Je ne l'ai jamais caché, papa. Vous ne vous êtes jamais assez intéressé pour demander. Les rares fois où j'ai essayé de parler de mon travail, le sujet revenait toujours aux affaires, de Richard ou à tes nouveaux contrats. Mais, général, il a répété le mot comme s'il n'y croyait toujours pas. C'est important. Important pour qui, papa? Pour vous, quelle valeur cela a-t-il comparé aux millions que Richard facture par mois? Qu'est-ce que commander? Des hommes et des femmes prêts à mourir pour le pays comparé à diriger une entreprise qui vend des pièces industrielles? Mon ton était plus amer que je ne le voulais. Des années de frustration accumulée s'échappaient en quelques phrases. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me ressaisir. Désolé, ce n'est pas une compétition. Je voulais juste que vous voyiez que j'ai aussi fait quelque chose de ma vie. Quelque chose qui a de la valeur, même si elle ne peut pas être mesurée en bilan financier. Mon père est resté silencieux pendant de longues minutes. Quand il a de nouveau parlé, sa voix avait perdu ce ton autoritaire habituel. Elle semblait plus vieille, plus fatiguée, mais aussi plus authentique. « Je ne savais pas », a-t-il murmuré. « J'aurais dû. » Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Le mal était fait, mais peut-être que maintenant, la guérison pouvait commencer. Nous sommes de nouveau arrivés à l'état-major. J'avais une vidéoconférence avec mon équipe avancée en Guyane dans 15 minutes. Je me suis tourné vers mon père avant de sortir de la voiture. « Je dois travailler maintenant. Je vais organiser un vol pour que tu rentres à Lyon aujourd'hui même. » Il a hoché la tête puis s'est arrêté comme s'il avait pris une décision. « Adrien, je peux rester? J'aimerais en voir plus. Mieux comprendre ce que tu fais. » J'ai étudié son visage un instant, cherchant des signes du vieil dédain, de la condescendance habituelle. Je n'ai rien trouvé de tout cela. Juste un père essayant, enfin, de connaître son fils. « Bien sûr, » ai-je répondu. « Tu peux rester. » Nous sommes entrés ensemble dans le bâtiment, et pour la première fois, nous avons marché côte à côte, comme des égaux. En entrant dans l'hôtel de Brienne, l'atmosphère a complètement changé. L'air désinvolte que mon père affichait s'est dissipé, comme la brume sous un soleil de plomb. J'ai observé sa posture se raidir, alors que nous traversions les couloirs de marbre et de boiseries nobles. À chaque pas, des soldats et des officiers se mettaient au garde à vous, le dos droit, les yeux fixés droit devant. Un respect palpable dans le silence discipliné. « Mon général » saluait l'un. « Monsieur » disait un autre. À chaque salutation, je voyais mon père observer avec un malaise croissant, comme s'il était dans un pays étranger sans en connaître la langue. Nous avons suivi le couloir principal jusqu'à l'ascenseur privé qui menait à l'étage des Baïnes, officier de haut rang. Le soldat responsable de l'ascenseur s'est mis au garde à vous dès qu'il m'a vu. « Mon général, bonjour. Le chef d'état-major des armées a demandé si vous pouviez passer dans son bureau avant la vidéoconférence. Merci Silvera. J'y passerai tout à l'heure. » Mon père est resté dans un silence absolu pendant que nous montions. Son regard errait sur l'intérieur de l'ascenseur aux parois de miroir, reflétant nos images à l'infini. Moi, droit dans mon grand uniforme. Lui, visiblement hors de son élément. Quand nous sommes arrivés au 7e étage, ma secrétaire, la lieutenant Roberta Mendes,
nous attendait déjà à la porte de l'ascenseur avec un dossier. « Bonjour, mon général. J'ai préparé le briefing pour la vidéoconférence avec la Guyane, et j'ai ajouté les rapports de renseignement qui sont arrivés il y a 1 heure. » Elle m'a tendu le dossier puis a remarqué mon père. « Bonjour, monsieur. Lieutenant Mendès, voici mon père, Joachim Martin. Il va m'accompagner à quelques réunions aujourd'hui. » « C'est un honneur, monsieur Martin. » Elle a souri poliment. « Mon général, le colonel Martin est déjà dans la salle de conférence avec l'équipe technique. » « Allons-y alors. »« Ah, et lieutenant, pourriez-vous faire préparer un café pour mon père? Il a eu une matinée éducative. » Pendant que le lieutenant Mendes s'éloignait pour exécuter l'ordre, j'ai conduit mon père dans le couloir. Les murs étaient ornés de tableaux historiques d'opérations militaires françaises et de photos officielles des présidents de la République. Nous sommes arrivés à l'antichambre de la salle de conférence, où plusieurs officiers discutaient à voix basse. Dès que nous sommes entrés, tous se sont immédiatement levés et se sont mis au garde à vous. « Repos », ai-je dit, et ils se sont détendus, mais ont gardé une posture respectueuse. J'ai vu mon père observer tout avec une fascination croissante. Ses yeux se sont attardés sur les uniformes impeccables, les médailles et les décorations, les visages sérieux qui me regardaient avec un mélange de respect et peut-être un peu de crainte. C'était mon monde. Un monde où je n'étais pas le petit frère insignifiant, mais un homme dont la parole avait du poids, dont les décisions avaient un impact sur des vies. « Mon général, nous avons 2 minutes avant la connexion avec la Guyane, » a informé un technicien ajustant l'équipement sur la table de conférence. « Merci, sergent. Tout est prêt pour la présentation du commandant Costa? »« Oui, mon général. Diapositive et carte chargées dans le système. » J'ai indiqué à mon père une chaise au fond de la salle, tandis que je prenais ma place en bas de bout de table. J'ai ouvert le dossier que le lieutenant Mendes m'avait remis et j'ai commencé à examiner rapidement les documents. Du coin de l'œil, j'ai remarqué que mon père observait chacun de mes mouvements, chaque interaction, comme s'il voyait son fils pour la première fois. La porte de la salle s'est ouverte et mon chef de cabinet, le colonel Édouard Vasconcelos, un vétéran décoré avec près de 30 ans de service, est entré, grand d'une posture impeccable avec des yeux perçants qui avaient vu plus de conflits que la plupart des hommes. Il n'a pas remarqué mon père tout de suite. Il est venu directement vers moi, a claqué les talons dans un salut parfait et a dit d'une voix ferme et claire « Bonjour mon général, magnifique Lamborghini en bas, monsieur. » La salle est tombée dans un silence complet. Mon père s'est figé. Il a cligné des yeux plusieurs fois confus puis s'est tourné pour me regarder. J'ai hoché la tête une fois, lentement, et j'ai vu la compréhension poindre sur son visage. Son fils, le petit soldat insignifiant, n'était pas juste un militaire de plus. Il n'était pas juste un nom sur un uniforme. Il était un général, un chef de chef. « Merci, colonel Vasconcelos », ai-je répondu, essayant de garder un visage impassible malgré la satisfaction que je ressentais. Une petite folie que je me suis permise récemment. Le colonel Vasconcelos a alors remarqué mon père. « Monsieur, je ne savais pas que nous avions un invité civil aujourd'hui. » Mon père, Joachim Martin, il découvre notre travail. Le colonel s'est retourné et a tendu la main. « C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur Martin. Votre fils est l'un des officiers les plus respectés de toutes les armées. » Mon père s'est levé un peu tremblant et a serré la main du colonel. « Le plaisir est pour moi, colonel. » Le lieutenant Mendes est entré avec un café pour mon père, qui a accepté la tasse avec un remerciement murmuré. Son visage était pâle, sa posture maintenant complètement différente. L'homme d'affaires confiant et arrogant avait laissé place à un homme essayant de digérer une révélation choquante. « Commençons la vidéoconférence », ai-je annoncé et tout le monde a pris sa place. Les écrans sur le mur frontal se sont allumés, montrant une salle similaire en Guyane, où plusieurs officiers attendaient. Le commandant Costa a commencé sa présentation sur la situation à la frontière. Des cartes détaillées sont apparues sur les écrans, montrant des positions stratégiques, des mouvements suspects et des zones de conflit potentiels. Pendant toute la présentation, je suis resté professionnel et concentré, posant des questions incisives, demandant des éclaircissements sur des points spécifiques, donnant des directives claires sur la façon de procéder. C'était mon élément, l'endroit où je me sentais pleinement accompli,
où mon intelligence et mon leadership n'étaient pas seulement reconnus, mais essentiels. Commandant Costa, je veux que votre équipe surveille ce point d'entrée 24 heures sur 24. S'il y a le moindre changement dans le schéma de mouvement, je veux être informé immédiatement, peu importe l'heure. Oui, mon général. Colonel Vasconcelos, préparez une équipe d'intervention rapide. Je les veux prêts à être mobilisés en 2 heures, si nécessaire. Ce sera fait, mon général. De temps en temps, je jetais un coup d'œil à mon père. Il regardait tout, avec une expression qui mêlait choc, confusion et peut-être les premiers signes d'une fierté réticente. Il était en train de voir son fils cadet, celui qu'il avait toujours considéré comme inférieur à son frère entrepreneur, commander une opération de sécurité nationale avec l'autorité de quelqu'un né pour diriger. À la fin de la vidéoconférence, j'ai donné les dernières instructions et j'ai mis fin à la transmission. La salle a commencé à se vider, les officiers sortant en ordre, chacun prenant congé avec un respectueux « mon général » en passant. Quand nous sommes restés seuls, mon père est resté assis comme s'il avait du mal à se lever. Je me suis approché de lui, sans plus avoir besoin de maintenir la façade d'autorité inébranlable. Alors, c'est cette Lamborghini dont tu me demandais si elle était à moi ? Dis-je me permettant un petit sourire. Il a levé les yeux, traitant encore tout ce qu'il avait vu. Adrien, je... Il a marqué une pause, cherchant ses mots. Je n'en avais aucune idée. Je sais, papa, je sais. Pour la première fois de notre vie d'adulte, j'ai vu une vulnérabilité authentique dans les yeux de mon père. L'homme qui s'était toujours considéré comme le plus fort, le plus brillant, le plus digne de respect. Maintenant, c'était lui qui me regardait avec une nouvelle compréhension, comme s'il voyait enfin le poids que je portais, la responsabilité qui reposait sur mes épaules. « Allons-y », dis-je en consultant ma montre. Nous avons encore une réunion avant le déjeuner. Il s'est levé, a ajusté son costume et m'a suivi hors de la salle. Dans le couloir, encore des saluts, encore des bonjours, mon général, encore des regards de respect. Et à mes côtés, mon père marchait en silence, son monde basculant à chaque pas que nous faisions. Le silence a duré plusieurs secondes avant que le colonel Vasconcelos ne poursuive la réunion, passant naturellement aux mises à jour sur les opérations en cours et les stratégies futures. J'ai observé mon père essayer de suivre, son visage pâle, sa posture maintenant courbée dans une humilité que je n'avais jamais vue en lui. Pendant les 2 heures qui ont suivi, il est resté dans un silence absolu, se contentant d'observer. Observant comment chacun de mes mots était noté par des officiers de haut rang. Observant comment mes suggestions étaient immédiatement transformées en ordre. Observant comment même des colonels avec des décennies de service me traitaient avec une déférence incontestable. Pour la première fois, il voyait le monde où je comptais. Un monde qui fonctionnait sous une pression constante, où les décisions signifiaient des vies et où ma voix commandait des nations. Après la réunion stratégique, nous avions une pause de 30 minutes avant le prochain rendez-vous. J'ai emmené mon père dans mon bureau privé, une grande pièce avec vue sur l'esplanade des Invalides. Les murs affichèrent des photos d'opérations que j'avais menées, des décorations encadrées et un grand drapeau français derrière le bureau en acajou massif. « Assieds-toi, papa », ai-je offert, indiquant l'un des fauteuils en cuir devant mon bureau. « Tu veux un café? De l'eau ?» Il a secoué la tête, traitant encore tout ce dont il avait été témoin. Il s'est assis avec précaution, comme s'il craignait de casser quelque chose de précieux. Ses yeux ont parcouru la pièce, s'attardant sur les photos, les médailles, les symboles d'autorité que j'avais accumulés au fil des ans. Pendant tout ce temps, a-t-il finalement dit, la voix basse et incertaine. Pendant tout ce temps, tu étais, ça. Je me suis assis à mon bureau, l'observant calmement. Oui. Pourquoi tu ne nous as jamais rien dit? Pourquoi tu nous as laissé penser que tu n'étais qu'un petit soldat insignifiant? Ai-je complété, incapable de retenir une pointe d'amertume. J'ai essayé de le dire, papa. Plusieurs fois. Tu te souviens quand je suis rentré du Mali après l'opération Serval? J'ai essayé de parler de l'opération que j'ai commandée, des vies que nous avons sauvées. Tu m'as interrompu pour parler du nouveau contrat de l'entreprise, avec une multinationale. Il a baissé les yeux, clairement mal à l'aise avec ce souvenir. Ou quand j'ai reçu ma première étoile de général. J'ai appelé à la maison ce jour-là. Maman a répondu, m'a félicité, et quand j'ai demandé à te parler, elle a
dit que tu étais dans une réunion importante et que tu ne pouvais pas être dérangé. Je ne savais pas que c'était pour ça, a-t-il murmuré. Bien sûr que tu ne le savais pas, parce que tu n'as jamais demandé. J'ai pris une profonde inspiration, maîtrisant mon émotion. Avec le temps, j'ai simplement renoncé à essayer de vous montrer qui j'étais vraiment. Si ma propre famille pensait que je n'étais pas important, quelle différence cela faisait-il ce que le reste du monde pensait? Un lourd silence s'installa entre nous. Par la fenêtre, le ciel de Paris restait impeccablement bleu, contrastant avec la tension à l'intérieur du bureau. Le lieutenant Mendes a frappé à la porte et est entré après mon autorisation. Mon général, le ministre des Armées est sur la ligne 3. Il a dit que c'est urgent. Merci, lieutenant. J'ai attendu qu'elle sorte et j'ai pris le téléphone. Général Martin. La conversation fut brève et technique. Des détails sur le mouvement des troupes à la frontière. Des autorisations qui nécessitaient ma signature. Des décisions qui ne pouvaient pas attendre. Pendant tout ce temps, j'ai gardé le professionnalisme que j'avais cultivé au fil de nombreuses années de service. Mon père observait, assimilant toujours cette nouvelle version du fils qu'il pensait connaître. Compris, monsieur le ministre. Je serai sur place demain pour superviser personnellement l'opération. J'ai raccroché et j'ai pris quelques notes sur un bloc. Tu réponds directement au ministre des Armées? Demanda mon père surpris. Pour les questions d'opération spéciale, oui. Mon département gère des situations sensibles qui exigent discrétion et commandement centralisé. Il a hoché la tête lentement, absorbant toujours l'ampleur de ma position. Et cette Lamborghini, elle est vraiment à toi? Je me suis permis un petit sourire. Oui, c'était un cadeau. Un cadeau? De qui? Du gouvernement du Koweït. Devant son expression confuse, j'ai expliqué. Il y a 2 ans, nous avons mené une opération pour secourir 3 diplomates koweïtiens enlevés au Sahel. C'était une mission quasi impossible. Région montagneuse, contrôle par des groupes, terroristes, informations limitées. Mais nous avons réussi à les extraire sans aucune perte. L'émir du Koweït a envoyé des cadeaux à tous ceux qui ont participé à l'opération. En tant que commandant, j'ai reçu la voiture. Mon père a cligné des yeux plusieurs fois, essayant de concilier cette information avec l'image qu'il avait de moi. Tu as sauvé des diplomates étrangers? Pourquoi tu n'as jamais raconté ces histoires à la maison? Pourquoi faire, papa? Pour être interrompu par des histoires sur les acquisitions de Richard? Pour entendre comment ces affaires apportaient une vraie valeur à la famille? J'ai secoué la tête. À un moment donné, j'ai simplement accepté que vous ne verriez jamais la valeur de ce que je faisais. Alors j'ai arrêté d'essayer. Un autre silence s'installa, plus lourd que le précédent. Pour la première fois, j'ai vu mon père. L'homme qui avait toujours réponse à tout, qui dominait n'importe quelle conversation, complètement sans voix. Le lieutenant Mendes frappa de nouveau à la porte. Mon général, il est l'heure de la réunion avec l'attaché militaire américain. Merci, lieutenant. Nous arrivons. Je me suis levé, ajustant mon uniforme. Mon père s'est également levé, mais est resté immobile, comme s'il ne savait pas exactement quoi faire ou dire. Tu peux rester ici si tu préfères, ai-je proposé. Cette réunion est plus technique. Non, répondit-il rapidement. Je veux venir. Je veux voir. Sur le chemin de la salle de réunion, nous avons traversé le hall principal de l'hôtel de Brienne. Officiers et soldats continuaient de saluer à notre passage. J'ai vu mon père tout observer avec de nouveaux yeux, non plus avec dédain ou condescendance, mais avec une compréhension croissante du respect que son fils cadet inspirait. La réunion avec l'attaché militaire américain fut brève mais tendue. Nous avons discuté d'opérations conjointes, de partage de renseignements sur des groupes terroristes internationaux présents en Afrique et de coopération en matière de formation avancée. Le colonel américain me traitait en égal, ce qui a clairement impressionné mon père. Général Martin, Washington est extrêmement satisfait des résultats de l'opération Griffon, a déclaré l'attaché militaire. Le secrétaire à la Défense m'a demandé de vous transmettre personnellement ses félicitations pour votre commandement exceptionnel. Remercier le secrétaire, ai-je répondu. Ce fut un effort conjoint réussi. Après la réunion, nous sommes retournés à mon bureau. Mon père semblait être dans une sorte de transe, traitant tout ce qu'il avait vu au cours de la journée. « Adrien » a-t-il finalement dit lorsque nous sommes arrivés au bureau. « Je ne savais pas. Vraiment, je ne savais pas.
Je sais, papa. Quand ton frère, quand nous... Il semblait lutter avec les mots. Au mariage, c'est blague. Si nous avions su... Si vous aviez su, vous m'auriez traité différemment? Ai-je demandé, le regardant droit dans les yeux. C'est ça qui compte? Le respect ne vient qu'avec le titre, avec la voiture importée, avec le pouvoir. Il n'a pas répondu immédiatement, clairement mal à l'aise avec la question. Ce n'est pas ça, c'est que nous ne comprenions tout, simplement pas l'importance de ce que tu fais. Et maintenant tu comprends? Il a hoché lentement la tête. Maintenant je comprends. J'ai regardé ma montre. Il était presque 13 heures. J'ai une vidéoconférence avec le haut commandement dans 15 minutes. Après ça, nous pourrons déjeuner ensemble si tu veux. J'aimerais beaucoup, répondit-il, et pour la première fois ce jour-là, j'ai vu un sourire sincère sur son visage, non pas le sourire confiant et légèrement arrogant que je connaissais, mais quelque chose de plus doux, de plus vulnérable. Je l'ai laissé dans le bureau et je suis allé à la salle de communication sécurisée. Pendant la vidéoconférence, mon esprit revenait parfois à mon père, assis seul dans mon bureau, repensant à des années d'interaction, reconsidérant chaque commentaire désobligeant, chaque blague à mes dépens, chaque moment où il m'avait fait me sentir moins important que mon frère. Quand je suis revenu 1 heure plus tard, je l'ai trouvé debout devant le mur où étaient encadrées mes décorations. Il étudiait chacune d'elles avec attention, lisant les inscriptions, observant les symboles qui n'avaient aucun sens pour lui quelques heures auparavant. « Prêt pour le déjeuner ?» ai-je demandé. Il s'est retourné et j'ai remarqué que ses yeux étaient légèrement rougis. « Adrien, j'aurais dû demander. J'aurais dû faire attention. Je suis désolé. » C'était la première fois que je l'entendais s'excuser, à moi ou à qui que ce soit d'autre. Le poids du respect, quand il arrive enfin, peut faire plier même les dos les plus fiers. « Allons déjeuner, papa. » ai-je répondu simplement. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Nous sommes sortis de l'hôtel de Brienne ensemble, côte à côte. Et tandis que nous marchions vers la Lamborghini noire mat, garée sur une place réservée, j'ai remarqué que mon père ne marchait plus devant moi, comme il le faisait toujours. Maintenant, il marchait à mes côtés dans un silence respectueux qui en disait plus que n'importe quel mot ne pourrait l'exprimer. Ce soir-là, nous sommes rentrés à Lyon dans un avion de l'armée de l'air. Pendant le vol, nous avons parlé plus que pendant toutes les années précédentes réunies. Mon père, pour la première fois, montrait un intérêt sincère pour ma carrière, posant des questions sur les opérations que je pouvais discuter, sur les endroits où j'avais servi, sur les responsabilités d'un général. J'ai répondu avec patience, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de mélancolie. C'était bon d'être enfin vu, mais ça faisait mal de penser à tout le temps que nous avions perdu. « Combien de temps faut-il pour devenir général ?» demanda-t-il en regardant par le hublot les lumières des villes en contrebas. « En moyenne, plus de 20 ans. J'ai été promu un peu plus tôt que la normale. Pourquoi? Opération réussie. Leadership dans des situations critiques. J'ai été décoré après avoir coordonné le sauvetage d'otages à l'ambassade de France au Venezuela il y a 5 ans. Son visage montra de la surprise. Cette opération qui est passée aux infos, c'est toi qui l'as commandée? J'ai acquiescé. Notre ambassadeur et 7 autres membres du personnel ont été retenus en otage pendant 9 jours. La situation semblait impossible. Je me souviens d'avoir regardé ça à la télévision. On ne parlait que de ça cette semaine-là. C'est ça. Richard a appelé à la maison à cette époque, n'est-ce pas? Pour parler de l'expansion de l'entreprise au Chili. J'ai vu la gêne sur son visage. Oui, il a appelé. Nous avons fait une petite fête de famille. Je sais. Maman me l'a raconté après. C'était le jour même où je suis rentré de cette mission. J'ai essayé de vous appeler, mais personne n'a répondu. Le silence qui a suivi fut douloureux. Il regarda ses propres mains, vieillies et marquées par le temps. « Nous avons été de mauvais parents pour toi, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Une partie de moi voulait dire oui, qu'ils avaient échoué à me voir, à valoriser mes réussites. Mais une autre partie comprenait que mes parents étaient des produits de leur temps et de leurs propres expériences. « Vous avez été les parents que vous saviez être, » ai-je finalement répondu. « Peut-être que vous n'avez pas compris mes choix, mais je n'ai jamais douté que vous m'aimiez à votre manière. » Il a hoché la tête, visiblement ému.
Le reste du vol s'est déroulé dans un silence plus confortable, chacun perdu dans ses propres pensées. Quand nous avons atterri, à Lyon, il était plus de 22 heures. Une voiture de fonction nous attendait pour nous conduire à la maison de mes parents. « Demain, je dois retourner à Paris », ai-je commenté pendant que le chauffeur manœuvrait dans les rues familières du quartier de la Croix-Rousse. La situation à la frontière exige ma présence. « Je comprends », répondit mon père. Il a hésité un instant puis a ajouté « Tu vas le dire à ta mère et à Richard ?» J'ai réfléchi à la question. Ce n'était pas dans mes plans. Mais après aujourd'hui, il est peut-être temps qu'il sache qui je suis vraiment. Nous sommes arrivés à la maison de mon enfance. Une bâtisse traditionnelle à 2 étages avec un jardin bien entretenu qui faisait la fierté de ma mère. Les lumières du salon étaient allumées, ce qui signifiait qu'elle était encore réveillée, attendant probablement de nos nouvelles. En entrant, nous avons trouvé non seulement ma mère, mais aussi Richard et Lucienne assis dans le salon. Apparemment, ils étaient venus voir comment s'était passée la visite de papa à la caserne. Leurs visages ont montré de la surprise en nous voyant arriver ensemble, moi toujours en grand uniforme. « Enfin !» s'exclama ma mère en se levant pour nous étreindre. Je me suis inquiété. « Vous ne répondiez pas au téléphone ?»« Nous étions dans une zone sécurisée, maman. Les portables ne sont pas autorisés. » expliquai-je en l'embrassant sur la joue. Richard s'est approché, un sourire légèrement moqueur aux lèvres. « Alors, papa ? C'était comment de découvrir la vie du petit soldat ? Il t'a montré comment marcher au pas, Adrien ?» Mon frère gardait toujours ce ton condescendant, ignorant la transformation qui s'était produite. Avant que je puisse répondre, mon père a fait un pas en avant, le visage sérieux. « Je dois dire quelque chose. » a-t-il commencé, la voix légèrement tremblante. « À propos de ton frère. » Richard a haussé les sourcils, surpris par le ton solennel. Ma mère et Lucienne se sont également tues, attentives. « Qu'est-ce qui se passe, papa ? Adrien a fait une bêtise ?» Richard a ri, mais son rire s'est éteint en voyant l'expression de mon père. « Non, mon fils, c'est moi qui ai fait une bêtise. Nous tous. » Il a pris une profonde inspiration comme pour rassembler son courage. « Pendant des années, nous avons traité ton frère comme s'il était moins. Comme si sa carrière était une blague, quelque chose sans importance comparé aux affaires, à l'argent, à ce que nous appelons le vrai succès. Ma mère a froncé les sourcils, confuse. Richard semblait également perdu. « Papa, de quoi tu parles ? Adrien a choisi la vie militaire. Personne ne l'a forcé. » « Oui, il a choisi. Et tu sais ce qu'il est devenu ? » Mon père m'a regardé, puis s'est tourné vers Richard. « Ton frère n'est pas juste un soldat, c'est un général de brigade de l'armée de terre française, l'un des plus jeunes de l'histoire récente. » Le silence qui a suivi fut absolu. Richard a cligné des yeux plusieurs fois, comme s'il traitait l'information. Ma mère a porté la main à sa bouche, les yeux écarquillés. « Un général ?» murmura-t-elle. « Adrien, c'est vrai ?» J'ai hoché la tête, mal à l'aise face à cette attention soudaine. « Oui, maman. » « Aujourd'hui, » a poursuivi mon père, « j'ai vu ton frère dans son environnement. J'ai vu comment il est respecté, comment il commande des hommes et des femmes qui donneraient leur vie pour lui sans hésiter. J'ai vu des ministres et même des officiers américains le traiter comme une autorité incontestable. » Richard restait silencieux, son visage un mélange de surprise et d'incrédulité. « Au mariage, » a continué mon père, regardant maintenant directement Richard, « nous avons permis que ton frère soit humilié. Nous avons ri quand on l'a appelé le petit soldat insignifiant. Et tu sais ce qu'il faisait pendant que tu organisais ? La fête ? Il commandait des opérations qui sauvèrent des vies. Il prenait des décisions qui affectaient la sécurité nationale. »« Papa, je ne savais pas, » a commencé Richard. Mais mon père a levé la main, l'interrompant. « Aucun de nous ne le savait. Parce que nous ne nous sommes jamais souciés de demander. Nous étions si convaincus de notre propre importance, si concentrés sur l'argent et le statut, que nous n'avons jamais pris le temps de vraiment connaître Adrien. Ma mère est venue vers moi, les larmes aux yeux. « Mon fils, pourquoi tu ne nous as jamais rien dit ?»
J'ai essayé, maman, plusieurs fois, mais vous ne sembliez jamais intéressée. Elle m'a serré dans ses bras, sanglotant doucement. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Richard restait immobile, clairement mal à l'aise. Sa femme, Lucienne, me regardait avec une nouvelle curiosité, comme si elle me voyait pour la première fois. « Et cette Lamborghini noire à l'aéroport » demanda finalement Richard. « C'est vraiment la tienne ?» Je n'ai pas pu retenir un petit sourire. « Oui, un cadeau du gouvernement du Koweït après une opération de sauvetage. » Le silence revint, plus dense. J'ai vu le moment exact où la réalité s'est installée dans l'esprit de mon frère. La compréhension que, pendant qu'il se vantait de ses succès entrepreneuriaux, j'avais silencieusement bâti une carrière d'importance nationale et internationale. Je ne savais pas, dit finalement Richard, l'arrogance habituelle complètement absente de sa voix. Vraiment, je ne savais pas, Adrien. Aucun de nous ne le savait, répéta ma mère, toujours serrée contre moi. Et c'est impardonnable. Je ne suis pas venu ici chercher le pardon ou la reconnaissance, dis-je enfin. Ma carrière me donne suffisamment de satisfaction. Je voulais juste que vous compreniez que différents chemins peuvent mener à différents types de succès. Mon père s'est approché et, à ma grande surprise, a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a porté la main à son front dans un geste qui imitait un salut militaire. Ce n'était pas techniquement correct, mais l'intention était claire. « Nous sommes fiers de toi. Mon fils, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Nous aurions dû le dire il y a bien longtemps. » Richard s'est approché aussi, visiblement mal à l'aise, mais faisant un effort sincère. « Désolé pour les blagues, pour les choses qu'on a dites au mariage. Je n'en avais aucune idée. Ce n'est rien, ai-je répondu, bien qu'une partie de moi sût que tout n'allait pas complètement bien. Des années d'indifférence ne s'effacent pas en un jour. Mais c'était un début. Ce soir-là, pour la première fois, c'est moi qui ai parlé pendant le dîner. J'ai raconté des histoires que je pouvais partager, j'ai expliqué la structure militaire. J'ai parlé des missions de paix que nous menions dans d'autres pays. Pour la première fois, ma famille a écouté, vraiment écouté, avec une attention et un intérêt sincères. Quand nous nous sommes finalement retirés pour dormir, ma mère m'a accompagné jusqu'à mon ancienne chambre. À la porte, elle s'est arrêtée et m'a pris les mains. « Tu sais ce qui m'attriste le plus ?» dit-elle, les yeux encore rouges. « Toutes ces années, des gens dans tout le pays te respectaient, t'admiraient. Et nous, ta propre famille, nous ne savions pas le trésor que nous avions. » Je l'ai embrassée sur le front. « L'important, c'est que maintenant vous le savez. » Le lendemain matin, quand je suis sorti pour prendre la voiture qui devait m'emmener à l'aéroport, j'ai trouvé toute la famille à la porte, mes parents, Richard et Lucienne. Ils étaient tous là pour me dire au revoir, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Mon père s'est approché alors que j'étais déjà sur le trottoir. « Mon fils, je voulais juste dire merci de servir le pays, d'être qui tu es, même quand nous ne reconnaissions pas ta valeur. » J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots justes. Il a tendu la main pour une poignée formelle, mais a ensuite changé d'avis et m'a attiré dans ses bras, le premier vrai câlin que nous échangions depuis que j'étais enfant. En m'éloignant dans la voiture de fonction, j'ai regardé dans le rétroviseur. Ma famille restait sur le trottoir, observant la voiture s'éloigner. Mon père avait la main levée dans un salut improvisé, un geste simple qui portait le poids d'années de malentendus enfin corrigés. Et tandis que les rues familières de Lyon s'estompaient, j'ai réalisé une vérité que j'avais ignorée au milieu de mon amertume. Le respect gagné en silence résonne souvent plus fort. Et enfin, ils avaient entendu.